Excusez-moi, donc on commence un peu en retard parce que j'ai débordé dans le cours. Et donc nous recevons pour la dernière séance cette année du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit Ernesto Perini, qui vient de l'université du Minas Gerais, comment on prononce ça? Minas Gerais. Oui. Donc qui vient de loin, mais qui est professeur là-bas, mais il est directeur d'études associé à l'École des hautes études en sciences sociales pendant un mois, c'est ce pourquoi il est à Paris. Et on en profite parce qu'il est spécialiste de philosophie du langage, il a lui-même travaillé notamment dans sa thèse sur la philosophie médiévale, mais il participe à beaucoup de débats dans le domaine de la philosophie analytique, et c'est un de ces débats qui va nous parler aujourd'hui. La question des constituants inarticulés, je n'ai pas du tout mentionné moi-même dans mon cours, mais qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je lui donne la parole tout de suite. Merci, Ernesto. Bon, merci beaucoup, François, pour l'invitation. Je suis très, très honoré d'être ici. Bon, je vais parler des constituants inarticulés. Je vais essayer d'offrir un cadre théorique dans lequel, pour expliquer ce qui se passe dans ce cas. Voilà. L'idée de constituants inarticulés a été proposée par John Perry dans cet article de 86. Et comme le titre de l'article le dit, c'est une thèse sur les pensées, sur nos pensées. La thèse de Perry est que certaines de nos pensées ont de conditions de satisfaction avec des composants qui ne sont pas représentés par le sujet. Soit parce qu'il n'en a pas le concept, c'est le cas de 1, pour quelqu'un qui n'a pas le concept de fuseau horaire, soit parce qu'il n'exerce pas ce concept, comme c'est le cas de 2, la tasse de café à ta gauche. Ça ne peut être vrai ou faux que d'un point de vue donné, c'est donné dans le cas d'une croyance perceptuelle, c'est donné de mon point de vue, je peux ne pas exercer ce concept, je peux ne pas penser qu'il est à gauche de mon point de vue. Voilà une explication de ce qui se passe dans ces cas. Alors, il y a pour le contenu de certains états, il y a des traits, il y a des facteurs qui ne sont pas intrinsèques à la nature de l'état lui-même. Ce qui m'intéresse dans cette... c'est pas ça? Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le mot spécifié. J'espère que tous les marqueurs ne sont pas déplacés. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le mot spécifié. Alors, pourquoi et pas Ismaël, John Ismaël, c'est pas ce que je voulais marquer, mais bon. Alors, quand on doit spécifier ce contenu, ça c'est important parce que cette spécification est faite pour 2 raisons. D'une part, elle est toujours faite d'un point de vue extérieur. Bon, c'est peut-être le sujet lui-même à un autre moment, hein, mais aussi le théoricien qui peut se demander quelles sont les contraintes architecturales ou extérieures qui vont garantir que ce trait, ce facteur, peut ne pas être représenté par le sujet dans son action. Alors, je ne vais pas traiter de pensée, mais du langage et de la communication. Je vais poser la même question en fait, que Perry pose à propos de pensée. Dans le cas de pensée, dans le cas du langage, il y a 3 cas de figure. Il y a des énoncés non sous-propositionnels ou non phrastiques, je ne sais pas, place de la concorde par exemple, des énoncés qui sont grammaticalement complets, mais incomplets d'un point de vue vérificationnel, comme les 11 heures. Et des énoncés qui sont grammaticalement complets et véricationnellement complets, mais avec une évaluation erronée ou du moins contre-intuitive. Par exemple, tout le monde est invité à la fête. On peut penser que, par exemple, dans un taxi, je dis place de la Concorde, le contenu complet est déposez-moi à la place de la Concorde, les 11 heures à Paris, où tout le monde qui a suivi le cours est invité à la fête. Dans ces 3 cas, il y a les conditions de satisfaction demandent des éléments qui ne correspondent à aucun morphème. Bon, il y a évidemment il y a de façon linguistique d'expliquer cela. Par exemple, quelqu'un peut me demander il est quelle heure à Paris? Si je prends les 11 heures, bon, il y a une explication qui est linguistique de pourquoi 4 peut ne pas avoir Paris. Donc il y a 2 paires questions-réponses. Et peut-être on peut penser qu'un quantificateur a toujours un index lexical qui demande la sélection du domaine de quantification. Dans ce cas, dans 5, il y a tout de même un trait linguistique qui explique pourquoi je peux dire tout le monde qui a été invité à la fête. Tout le monde est invité à la fête, j'ai une sélection lexicale du domaine. Mais je m'intéressais surtout au cas comme 3.
Donc les énoncés non propositionnels, ils sont très courants. C'est un phénomène très courant, voilà, entre 30 et 40%, bon, en anglais, en portugais, brésilien, en italien, mais c'est comme ça un peu, enfin, dans les langues que j'ai vues. Ça dépend un peu du corpus, entre 30 et 38, ça varie un peu, ça dépend aussi comment on compte, mais en tout cas, c'est un phénomène qui est très courant. C'est à ces cas que je vais m'intéresser. Et on peut reprendre à propos de ces cas, donc des énonciations non propositionnelles, comment ces énonciations ont des conditions de satisfaction avec des morphèmes qui ne sont pas représentés. Alors, comment ils peuvent le faire? Quand un paramètre peut être ignoré, peut ne pas être articulé, bon, quand il est garanti d'une autre façon. C'est la question de Perry à propos de nos pensées. Bon, la question, c'est comment? Bon, apparemment, il y a deux façons de le faire. Alors, soit ils sont garantis par des rapports causaux. Par exemple, si je suis avec une autre personne, je parle du temps qu'il fait à Paris, je dis il pleut. Alors, nous deux avons la même source causale qui va fixer l'endroit dont on parle. Même les 11 heures, ce n'est pas peut-être le bon exemple, mais il fait jour, par exemple, si on a deux personnes qui sont dans le même endroit. Donc, il y a une explication causale de la fixation de cet endroit, mais surtout, il paraît qu'il faut représenter, si ce n'est pas le cas, alors il faut une représentation de ce paramètre. Donc, pour reprendre le cas qu'on avait vu avant, alors, place de la Concorde, nous un taxi, déposez-moi à la place de la Concorde. Il faut aussi représenter le reste de la phrase. De même, il est 11 heures à Paris. Si on n'est pas, pour deux personnes qui ne sont pas qui sont dans des endroits différents, tout le monde qui a suivi les cours, donc il faut représenter la restriction du domaine de quantification. Donc, il semble qu'on soit dans un cas causal comme 4, où on peut remplacer 4 pour il fait froid, il fait jour, il fait nuit, etc. Soit il faut représenter comme 3 et 5. Alors, ce que je vais essayer de défendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'un composant rentrer dans les conditions de satisfaction d'un énoncé non propositionnel qui ne sont expliqués ni par des rapports causaux, ni par une représentation de la part du sujet. Alors, ça, ce sont les cas que je vais exploiter dans l'exemple ensuite. Alors, peut-être, je ne vais pas trop discuter sur ce qu'est une représentation. Donc, pour certains de ces cas, il y a peut-être une représentation, mais certainement pas pour tous les cas. Mais avant de le faire, il faut faire un pas en arrière. Il faut voir comment les contributions linguistiques sont toujours complémentaires. C'est un cadre dans lequel c'est la... ça un peu te déplacer le marqueur. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, donc Lewis parle du score conversationnel qui sont représentés par des structures abstraites. Ces structures abstraites, donc c'est peut-être plus 100, qui vont donc dire quand c'est un mouvement conversationnel correct ou pas, et qui correspondent à, voilà, pas à partir de la conversation, mais à mental scoreboards, donc comme on va dire, à des représentations du sujet. Donc, dans toutes nos contributions linguistiques, il y a toujours beaucoup de choses qu'on présuppose et qui sont représentées par les sujets. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel on doit voir les énonciations comme complémentaires à ce cadre qui définit un score conversationnel. Lewis lui-même il n'est pas très spécifique concernant ce qu'est ce mental scoreboard, mais il dit qu'il faut une représentation mentale. Donc le sujet doit, le sujet doit se représenter ce score conversationnel pour aussi bien le locuteur que l'interprète, pour savoir quels sont les mouvements corrects et pour évaluer les mouvements comme adéquats ou pas sur une dimension. Alors c'est vrai, c'est faux, c'est satisfait ou pas satisfait, etc. Alors ça, c'est une contrainte. Je pense que c'est le cadre général dans lequel il faut penser le constituant articulé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, d'une part, alors là, je ne vais pas donner la liste, mais il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer dans ces scores conversationnels.
Louis donne comme exemple le baseball, qui a un score très, très compliqué. Moi-même, je ne comprends rien. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui peuvent être engagées dans l'évaluation d'une conversation. Alors, ça c'est quelqu'un qui écrit sur Brandon, sur le scorekeeper. Brandon, qui, à son tour, développe sa théorie à partir de David Lewis lui-même. Alors, ce qu'il dit, c'est que celui qui a la liste des engagements et des droits dans le vocabulaire de Brandon, elle est théoricien. Donc, ce que je vais suggérer, donc, si on revient sur l'idée, c'est le théoricien qui va dire quels sont les composants d'une pensée ou d'une énonciation qui peuvent ne pas être représentés ou ne pas être articulés. Alors, celui qui va dire, c'est le théoricien qui va, donc, on va adopter une solution en suivant Perry, une solution qui est classificatoire. Donc, on va classifier certaines contributions comme étant correctes ou pas, selon par celui qui, d'un point de vue extérieur, va expliquer ce qui se passe pour les agents. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça parce ça va très vite. Hein? Le tour de parole, le temps moyen de change de tour de parole, c'est de 500 000 secondes. Donc, il faut répondre très vite dans nos conversations. Alors, tant et si bien qu'on a même des signaux qui sont dédiés à dire je ne suis pas prêt. Donc, quand on prend plus qu'une demi-seconde, on dit attends un peu, je ne vais pas encore passer le tour de parole. Donc, on a beaucoup de signaux dédiés à ça. Là, c'est le signal central sur Enfield, c'est un mot universel. Dans toutes les langues, il y a ça. I'm not ready to hear my turn of talking. C'est parce que ça va très vite. Alors, comment ça va très vite? Ça va très vite parce qu'on anticipe beaucoup et on va interpréter les énonciations à la mesure qu'elles se développent. Donc, il y a cette compréhension qui va se mettre en place, va en même temps recueillir toutes les informations, beaucoup d'informations qui sont dans le contexte. Et on va anticiper donc ce qui va se passer. Donc là, c'est encore la même chose. Cela apparaît dans le résultat d'imagerie cérébrale dans deux effets d'intégration d'informations contextuelles qui sont encore une fois très rapides, ce qui permet à une réponse rapide de la part des agents, de notre part. Alors, il y a un effet qui s'appelle l'effet N400, qui est un effet négatif, même si c'est inversé dans le graphique, comme vous verrez, quand il y a un mot, donc 400 000 secondes après l'énonciation d'un mot qui correspond à une anomalie sémantique, il y a une réaction typique dans le cerveau. Donc là ici, donc voilà. It was his first day at work, he spread warm bread with socks. Donc dans socks, bon, là il y a cet effet caractéristique. Ce qui explique pourquoi on peut réagir très vite. Mais il y a un autre effet qui est intéressant qui s'appelle P600. Alors, dans P600, en fait, il va refléter la difficulté d'intégrer des informations quand il y a une erreur syntaxique, mais aussi quand il y a une erreur du rôle thématique. Donc, ce n'est pas seulement l'erreur syntaxique, mais quand il y a une erreur du rôle thématique, il y a une réaction très vite du cerveau. Là, c'est le cas ici. At long last, a man's pain was understood by the medicine, for instance, ici, par exemple. Donc, ça ne marche pas. C'est intéressant parce que sa douleur a été comprise finalement par les violonistes. Ça, en effet, N400. Je ne sais pas pourquoi les violonistes ne sont pas censés être, ce n'est pas le mot qui vient ici, mais il n'y a pas, en effet, P600. Donc là, c'est vraiment une erreur dans ce cas, ce n'est pas une erreur de syntaxe, c'est une erreur du rôle thématique. Donc il y a l'intégration des informations qui viennent très vite. Alors pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que le même effet apparaît dans la compréhension des scènes du monde visuel, comme on dit. Donc s'il y a quelqu'un qui se prépare à se raser, alors il va se raser avec un rouleau à pâte ici, il y a un effet N400 et puis aussi un effet
P600. Donc, les mêmes capacités. Ici, il y a en effet une 400, alors il s'écrase, alors après il va ouvrir la patte, mais pas en effet P600, parce que c'est la même. Parce que dans ce cas, ce qui se passe, c'est que c'est le rôle thématique de cette scène. Ce sont des petits films, et là, c'est la dernière scène qui va être vue. Ce qui m'intéresse surtout dans ce cas, c'est que les mêmes capacités qui sont comprises qui sont mobilisées dans la compréhension des énonciations sont aussi mobilisées dans la compréhension des scènes du monde réel. Donc la même sensibilité qu'on a aussi bien aux anomalies sémantiques qu'à leur progression, pas tellement syntaxique, mais plus généralement par leur progression, la structure de la progression d'une activité, surtout quel est le fin de l'activité en question, ce sont les mêmes capacités, ça va aussi très vite. Alors, les mêmes capacités qui nous permettent à répondre vite, c'est aussi ce qui nous font comprendre une certaine scène. Donc ça serait important pour nous après. Il y a un autre type de fait qui montre aussi que nous répondons très vite. Ce sont les énonciations collaboratives, par exemple, are you left or right-handed? J'aime bien celle-là. This afternoon, first you do your homework, then wash the dishes, and then give me 10 pounds. C'est un peu cher. Alors, dans ce cas, là aussi, alors on peut compléter la phrase d'une autre personne parce qu'on anticipe. Évidemment, dans ce cas, ce n'est pas exactement ce que la mère voulait dire, mais ce qui est important, c'est que nous, on peut le faire parce qu'on sait, on s'attend quelle sera la suite de la phrase. Alors, dans ce cas, là, ça ne marche pas. Donc, alors, ce que ce papier dit, c'est que les contributions linguistiques offrent des affordances pour d'autres contributions. Donc, il y a des possibilités d'action de la part de l'autre locuteur de compléter avec des mots de l'autre personne. Donc, les possibilités de l'action sont données dans le contexte linguistique. Le mot affordance sera important pour nous aussi. Donc, dans ce cadre général, on verra que tout ce qui est commun, il y a un trade-off, il y a un équilibre entre ce qui est donné dans le common ground, ce qui est donné aux agents, et ce qui doit être articulé. Donc le langage est toujours complémentaire, donc on peut le faire, il peut être complémentaire parce que la compréhension, aussi bien de contributions linguistiques que de la structure de l'action, offre beaucoup d'informations auxquelles les énonciations vont être un supplément. Donc, le langage, il y a un trade-off, comme ça c'est Coraz, ce qui n'est pas fixé par la situation, ce qui n'est pas fixé par le système représentationnel de l'agent, ce qui n'est pas fixé par la situation va être fixé par le système représentationnel. Donc, je ne suis pas très convaincu du système représentationnel, mais il y a un trade-off entre les deux cas. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est ce cadre général qui explique dans la compréhension d'une énonciation comment elle a des conditions de satisfaction qui ne sont pas articulées. Donc, une fois qu'on voit le cadre général, on va se demander donc quelle est la source de cette autre information qui permet aux agents donc, de ne pas de faire une énonciation qui n'est pas une énonciation complète. Et toutefois, on peut s'attendre à ce que son interlocuteur comprenne quelles sont les conditions de satisfaction. Cela fonctionne pour le contenu, mais je ne vais pas exploiter un peu, mais cela fonctionne pour la force aussi. Alors, la force de contribution peut ne pas correspondre, par exemple, à la structure grammaticale d'une phrase, parce que, justement, il n'y a pas une phrase, mais on peut exploiter des informations qui viennent du contexte dans lequel elle se trouve. Donc, c'est ça que je vais exploiter maintenant avec 4 cas. Alors, la structure de l'action, l'alignement automatique, l'attention conjointe et la nature cumulative de conversation. Je vais commencer avec la structure de l'action. Alors, je prends un taxi, je dis place de la Concorde. Alors, il va comprendre que je vais aller à la place de la Concorde, déposez-moi à la place de la Concorde. Il n'est pas nécessaire de le dire. Bon, quelle est la... Mais je peux faire une autre chose. Un ami peut me déposer à la place de la Concorde, ou je peux prendre un Uber. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Dans ces cas, alors, déposez-moi à la place de la Concorde,
je suis dans une situation, dans un taxi, il suffit de dire la destination. Alors, en ami, tu peux me déposer à la place à la Concorde. Je dois articuler plus, parce que le rôle n'est pas donné avant l'énonciation linguistique. Donc, l'information qui permet d'en-trois de compléter, de donner des conditions de satisfaction, et même la force, en fait, de mon énonciation place de la Concorde, est donnée à l'extérieur. Dans un Uber, je ne dois rien dire, parce que toute l'information est donnée avant l'interaction linguistique. Donc là, on voit très bien quel est le trade-off qui existe entre ce qui est fixé par la situation, ce qui doit être articulé pour le même type d'action. Alors pour State, on dit que dans des cas comme pour le cas du taxi, il y a une inférence pour la pertinence à l'intention de locuteur. Donc il dit, bon, si je dis place de la Concorde, je pense qu'un exemple, c'est dans le film Almodovar, peu importe. Alors, dans certains de ces cas, ça peut bien être le cas, mais pas dans le cas du taxi. Cela est fixé avant, et c'est fixé pour à peu près toutes les interactions que le chauffeur aura dans ce type de situation. Je vais prendre deux autres exemples dans un magasin, pour commencer. Là, ça va être le désastre pour le marqueur. Là, c'est un dialogue, je vous laisse lire, de Clark, où, comme on voit ici, les contributions linguistiques, elles arrivent dans des activités qui sont déjà très structurées. Alors, après, bon, il y a deux sortes d'informations, et je vais m'intéresser maintenant à l'information, aux rôles qui sont fixés. Alors, donc, il y a une information ici, et puis après, on dit two things over here, 1277. Donc, comme on voit, on ne comprend pas quelles sont d'une part, on ne comprend pas quels sont le sens de ces contributions sans la compréhension qu'on a dans un magasin, qu'il y a des rôles qui sont fixés. Et ce fait permet au locuteur de faire des énonciations non propositionnelles. Alors, c'est le cas ici, c'est le cas ici aussi. Alors là, ça marche. Donc là, c'est les contributions linguistiques qui exploitent donc des informations de la structure de l'action, du frame de l'action, comme on verra. Donc, je vais acheter these two things over here dans un magasin, je vais emprunter, là, ça ne marche pas. Parce que donc le contraste entre ces deux types d'informations vient de la structure de l'action dans laquelle on se trouve. Mais chez un ami, je peux dire la même phrase et puis ce qu'on va compléter, si je veux emprunter ces deux choses-là. Donc, quelle est la source qui nous permet de compléter 8 dans 9, ça ne marche pas, mais on peut compléter le même mot comme 10, c'est surtout ce qui est dans la situation dans laquelle je me trouve. Alors, donc, dans les deux situations, le rôle est fixé, et puis il n'est pas nécessaire d'articuler ce qui se passe. Pourquoi ce n'est pas représentationnel? Parce que c'est une version du frame problem. Alors, le frame problem, c'est le problème de savoir quand on va déployer une certaine routine d'action. Alors, l'idée étant qu'on ne peut pas représenter toutes les conditions dans lesquelles il est dit qu'une action est appropriée ou pas. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de solution représentationnelle. Alors, si la source de ces informations se trouve dans le frame de l'action, alors ce n'est pas un problème de savoir, on ne peut pas représenter si on est dans un cas normal ou pas. Mais on peut toujours négocier. Alors, on peut toujours, ce que Clark dit, c'est les agents sont d'accord pour quel est l'encadrement de l'action, mais on peut toujours, dans certaines circonstances, on peut négocier des informations qui se trouvent dans ce cadre. Alors, on peut se demander dans quelle situation, par exemple, on peut marchander. Est-ce que j'ai le choix entre acheter un même produit, louer ce même produit, et quand cela peut changer? Alors, on va regarder maintenant une autre situation, la situation d'un restaurant. Je peux rentrer dans un restaurant et dire un confit de canard. Alors, je veux un confit de canard, c'est un ordre. Le fait que cette énonciation soit un ordre
exploite des informations qui sont données dans le cadre de l'action. Une omelette dans un restaurant qui n'a pas d'omelette dans sa carte, ça ne marche pas. Je ne peux pas rentrer dans ce restaurant et dire « je veux une omelette ». Voilà, en fait, je peux dire ça. Dans un restaurant, pourriez-vous me faire une omelette? Dans un restaurant qui n'a pas d'omelette dans sa carte. Alors, ce qui se trouve ici, c'est le même phénomène. Mais ce qu'on voit, c'est que dans 11, je vais exploiter une information qui est dans le cadre, qui est dans la situation. À savoir, il y a une offre et moi, j'ai un rôle. Alors, dans mon rôle de client, je peux demander quelque chose qui se trouve dans la carte, dans l'offre. Alors, 12, je ne peux pas simplement dire une omelette, parce que ce n'est pas contenu dans le cadre. Mais je peux me trouver dans une situation dans laquelle je peux énoncer 13. Et dans ce cas, je vais précisément négocier une information qui se trouve dans le cadre. Alors, ce qu'on voit dans ce cas, c'est encore une fois, non pas parce que ce n'est pas articulé, mais parce que je veux revenir sur le cadre. Alors, le contraste entre 11 et 13, et le contraste entre une information qui est dans le cadre de l'action, qui me permet donc de ne pas tout articuler. 13, je vais revoir l'information qui est dans cet encadrement. Alors, il y a donc, voilà, dans cette première partie, il y a un trade-off entre ce qui est offert par la structure de l'action, the scripted nature of the action dans le mot de Clark, et ce qui doit être articulé. Alors, ce que les agents doivent comprendre est le frame. Donc, il n'y a pas de solution représentationnelle. Et ces informations peuvent compléter le contenu et déterminer la force de contribution linguistique. Donc, en connaissant que dans un restaurant, par exemple, si j'ai un rôle de client, alors je parle à quelqu'un qui a le rôle de serveur. Alors, la force est déterminée par ce rôle. La contribution ce que je peux exploiter, ce que je peux dire, va exploiter des informations qui sont données avant mon interaction avec les serveurs. Ça, c'est donc une source d'information, mais il y a d'autres sources d'information. Alors, deux autres sources sont l'aliment automatique et l'attention conjointe. Alors, l'aliment automatique alors là, c'est Pickering et Garrod. Alors, ce qu'ils disent, c'est que par des mécanismes de priming, alors le fait qu'un mot soit énoncé va activer, pour eux, pour le coup, ils parlent de représentation, mais le fait qu'un mot soit énoncé, par exemple, va activer un aliment entre deux agents pour traiter de la même situation. Ils diront que ce processus est à très bas coût cognitif et automatique. Donc, les agents sont alignés sans avoir représenté tous les traits de cet alignement. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas pour ceux qu'ils disent. Bon, je peux revenir après. D'une façon importante, alors, ils vont construire un common ground implicite. Alors, le common ground implicite, c'est précisément ce qui est l'alignement qui résulte de ces mécanismes de priming. Bon, évidemment, on peut toujours articuler plus. Peut-être pas toujours, mais on peut articuler plus. Alors, utiliser ce qu'ils appellent le full common ground. Mais aussi, ça, en tout cas, alors, dans plusieurs situations, la base de l'aliment est une base à très bas coût cognitif et implicite, ce qui forme le common ground implicite. Donc, quels sont les effets de ce common ground? Bon, les interlocuteurs ont la tendance à utiliser les mêmes constructions, donc organiser l'information de façon similaire, ce qui est donné comme quelle est l'information nouvelle, quelle est l'information présupposée, par exemple. Ils choisissent aussi les mêmes cadres référentiels, donc acceptant la même perspective sur une situation, et les mêmes mots construisant la situation de la même façon. Dans ce cas, par exemple, dans 2, si je pense à ma pensée, la tasse de café est à gauche, alors j'ai une contrainte architecturale qui va me dire que c'est ma pensée, donc le café est à gauche, c'est mon point de vue, donc ce n'est pas nécessaire de représenter mon point de vue. Alors dans 2, pour une énonciation, ça ne marche pas, parce que l'autre personne n'a pas mon point de vue. Donc ce que Pickering et Garrod disent, c'est que dans cette situation, il y a une construction automatique du même modèle de la situation, donc du même point de vue. Donc, il n'est pas nécessaire que les agents se représentent le point de vue à partir duquel le 2 est évalué, parce que cet aliment est automatique. Là aussi, c'est une source
dans ce cas, la phrase, on va se souvenir, l'énonciation, elle est complète d'un point de vue grammatical, mais elle est incomplète d'un point de vue véru-conditionnel. Alors, ce qui manque du point de vue véru-conditionnel, dans le cas d'un dialogue, d'une conversation, est donné par l'alignement automatique. C'est le cas aussi de l'attention conjointe donc, ces deux enfants qui regardent une peinture. C'est super. Alors, cette peinture est super, alors, la petite fille dit peut-être seulement super, alors cette peinture est super, alors qu'est-ce qui va expliquer ça? C'est l'attention conjointe. Alors, encore une fois, Picker et Garrod, cette fois dans leur livre récent, c'est encore un cas d'une affordance. Alors, ce sont des objets qui s'offrent aux agents comme pouvant être l'objet de référence. Là, on peut... c'est intéressant parce qu'il bon, il y a toujours d'autres explications possibles. David, par exemple, dit que, comme c'est très courant d'avoir pour plusieurs phrases, plusieurs syntagmes, d'avoir des énonciations qui sont non phrastiques, il dit qu'il y a une convention. Donc, il y a une convention qui va expliquer pourquoi on peut dire seulement super, par exemple, et puis notre interlocuteur, alors mon interlocuteur va dire, bon, c'est l'objet qui est pertinent, etc., etc. Je pense que ce n'est pas la bonne explication, parce que les enfants de 9 mois sont déjà capables de s'engager dans des épisodes de tension conjointe avant l'acquisition du langage. Alors, s'ils peuvent le faire, cela veut dire qu'ils exercent une capacité, ou plutôt, dans le cas où on parle d'un objet qui est présent dans la scène, il y a donc un objet qui s'offre à l'attention conjointe des agents avant l'acquisition des conventions linguistiques. Donc, il n'y a pas de raison de penser que cette capacité soit remplacée par une convention, par une série de conventions. Donc, il y a deux sources, deux sources qui font partie de l'évolution d'une conversation. L'attention conjointe d'une part et l'alignement de l'autre part. Mais il y a une autre source qui est intéressante, qui est la nature de la conversation. Alors, cette autre source, voilà un cas. Donc, il y a John et Deacon qui fument des cigares, et puis il y a John qui arrive dans le bureau de Deacon, et Deacon dit sur l'étagère. Alors là, c'est aussi le cas d'une énonciation sous-propositionnelle ou non phrastique. Alors, il faut se demander pourquoi il est suffisant à Deacon de dire sur l'étagère. Bon, ce n'est pas un cas d'attention conjointe, il n'est pas nécessaire qu'il regarde le même objet. Ce n'est pas non plus un cas d'une structure, d'une action, comme dans un magasin ou dans un restaurant. Alors, quelle est l'explication de ces cas? Bon, la phrase entière, c'est « les cigarilles sont on the top of the shelf ». Quelle est la source de cette information? Alors là, c'est une autre chose. C'est la construction d'un common ground personnel différent avec chaque personne. Alors, ils ont une histoire d'interaction récurrente qui leur permettent de dire, là encore une fois, c'est une chose qui apparaît très tôt dans l'ontogénie. Des enfants donc, entre 14 et 18 mois utilisent ce common ground personnel pour interpréter les pronoms ou alors l'information qui est nouvelle, l'information qui est présupposée. Et aussi, je ne suis pas très convaincu de ce dernier cas, ça peut être un cas de la compréhension d'un frame. Donc, quel est le pronom, quel est l'objet auquel un pronom fait référence? Alors, ça dépend avec qui on parle, et puis, etc. Bon, le dernier cas, encore une fois, je ne suis pas très convaincu que ce soit vraiment un cas de ce type. Mais ce qu'on voit, c'est que la construction d'un common ground personnel est très... permet aussi, je pense que le cas ici permet aussi qu'on complète des énonciations non phrastiques, non propositionnelles.
Et cela nous permet en fait une interprétation qui est importante d'un autre cas. Alors là, que nous rencontrons ici la première dichotomie que nous avions vue auparavant, à savoir le fait que quand il n'y a pas une explication causale, c'est qu'il y a une représentation de la part du sujet. Donc il y a deux cas, donc c'est l'information que je reçois, par exemple, il pleut. Alors, si on passe de la pensée au langage, je commence avec il pleut, je suis à Paris, je regarde par la fenêtre, je dis il pleut. Alors, je pense il pleut, ma pensée est relative à Paris parce que c'est l'origine causale de ma croyance perceptuelle. Alors, pour deux personnes qui vont parler du temps qu'il fait à Paris, si les deux personnes sont de la même ville, par exemple, cela est suffisant pour peut-être pour fixer cela. Mais évidemment, on parle de plusieurs endroits. Donc là c'est un exemple qui est très connu de Perry, encore une fois. Alors, Perry parle à son fils, il demande comme ça va. Alors ils sont dans deux villes différentes, son fils répond il pleut. Alors cette phrase sera une phrase sur l'endroit où se trouve son fils et pas sur l'endroit où Perry se trouve. Alors ce genre de cas nous montre qu'on ne peut pas avoir une explication causale pour nos conversations de ce type parce que souvent les gens sont dans deux contextes différents. Alors, Vicente va exploiter ce type de cas pour dire, nous parlons des environnements très différents. On n'est pas simplement lié à l'endroit où on se trouve. On peut non seulement parler des endroits différents, mais on peut aussi imaginer, etc., se souvenir. Alors, il va dire dans mon esprit, alors cette phrase est très, très ambiguë. C'est le même exemple. Il dit, je pense qu'il a raison, en pensant seulement à la phénoménologie de la pensée, on voit que ça va vite. Donc ce n'est pas une inférence pour une implicature, par exemple. Je ne suis pas très convaincu, en fait, par le rôle que la phénoménologie de la pensée peut avoir dans ce cas. Mais ce n'est pas très important. Alors l'important, c'est qu'on évalue de façon naturelle comme étant une phrase de ce type comme étant sur une situation différente de la situation dans laquelle on est. Cela explique pourquoi l'explication de cela, c'est soit on se représente, soit il y a un indexical. Alors, donc, soit la même chose que dit Perry, hein, parce que Perry dit, quand ce n'est pas garanti, l'endroit n'est pas garanti d'un point de vue causal, donc il faut se représenter. Ou alors il pleut, c'est un terme indexical dans lequel il y a une place pour l'endroit où il pleut, et ce sera donc une information linguistique, ce qui explique le caractère automatique de l'interprétation. Je ne vais pas m'intéresser s'il y a des indexicaux dans l'esprit ou pas, ce qui m'importe ici, c'est ce genre d'exemple exige que nous postulions soit la représentation, soit un indexical. Pas ça, mais bon. Donc là, c'est moi, je parle à mon fils aîné, à Belo Horizonte. Je lui demande ça va, il répond il pleut. Alors évidemment, je suis à Paris, là c'est Belo Horizonte, où il pleut beaucoup en ce moment d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si maintenant il pleut, mais il y a une semaine, il a beaucoup plu. Alors, dans cette conversation très courte, donc la conversation que Perry a avec son fils aussi, je sais que la conversation, que cette phrase « il pleut » doit être évaluée à Belo Horizonte. Mais pourquoi je le sais? Comment je le sais? Eh bien, je le sais parce qu'une conversation tend à garder le même sujet. Alors, une fois que c'est fixé que je parle de sa situation à lui, il n'est pas nécessaire que je me représente qu'il parle de sa situation à lui, simplement par le fait qu'une conversation, par sa nature cumulative, tend à garder le même sujet quand elle évolue. Donc, il n'est pas nécessaire de se représenter, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un index dans il pleut pour expliquer ce qui se passe dans ces cas. Alors, ce qui se passe dans ces cas, c'est que on parle toujours de la même situation. Et quand je lui ai demandé comment il va,
je parle de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, une fois que l'endroit est fixé dans 14, par ma question, ça va. Alors, je vais interpréter 13, il pleut, dans cette situation. Alors, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de croyance, mais il n'y a pas non plus d'indexicalité. Il n'est pas nécessaire, en tout cas, de postuler ça. C'est simplement le fait que les conversations tendent à garder les mêmes sujets. Alors, ici, il n'y a pas de croyance, simplement une note à côté. Alors, Picker et Garrow disent que les agents, ces méta représentent leur alignement. Alors, ce n'est pas... Enfin, le mot représentation est peut-être trop... Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas vraiment insister sur le mot représentation lui-même, mais plutôt que c'est un alignement entre un bas cognitif, ce n'est pas une croyance. Donc, simplement, ça vient du fait que nous sommes sensibles au mécanisme de progression d'une conversation, aussi bien que sa structure. C'est là l'origine. Et quand nous voyons là c'est vraiment impossible. Là, alors, je vais pointer. Ce que nous voyons ici, donc, c'est le même dialogue de Clarke. Hein. Alors, ce que nous voyons ici, il y a deux choses. Donc, il y a deux sources d'informations qui permettent d'interpréter ces énonciations non propositionnelles. Il y a d'une part la structure de l'action. Alors, que ce soit un magasin, qu'il y a un rôle du vendeur et du client qui sont définis par la façon dont ils sont habillés ou la place où ils se trouvent, etc. Et d'autre part, l'évolution de leur interaction. Donc, il y a beaucoup de choses avant l'interaction linguistique, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Donc, ils ont établi un contact visuel, alors ils savent qu'ils vont continuer leur interaction, elles cherchent des objets, etc. Donc, il y a une progression cumulative qui permet à chaque contribution linguistique qui permet que les interlocuteurs savent ce qui ne doit pas être articulé parce que l'information est déjà donnée. Là aussi, c'est un cas de la progression cumulative d'une conversation. Donc, les contributions linguistiques arrivent dans une activité déjà très structurée, avec les rôles indiqués par l'endroit où ils se passent, par la position spatiale de l'agent, mais aussi par la progression cumulative des interactions et de l'attention conjointe à un objet. Donc, il y a ces sources d'information qui contribuent à la construction d'un cadre commun, la structure de l'activité, l'alignement automatique, la nature cumulative de la conversation et l'attention conjointe. Il y a une façon de représenter cela par les propositions austiniennes. Alors, là, c'est encore une fois Coraz. Hein? Alors, ce qui n'est pas fixé par la situation doit être représenté. Bon, je ne veux pas, bon, d'une part, je parle de ce qui est articulé dans le langage, pas strictement de la représentation, et je ne veux pas vraiment insister beaucoup sur le mot représentation. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot situation. Alors, il y a une façon de représenter, alors de dire ce qui se passe dans une situation, comme dans ce cas, il pleut. Alors, il pleut évalué dans la situation Paris. Alors, la situation dans laquelle je me trouve permet mon interlocuteur et moi, nous nous trouvons, la situation dont on parle, si je parle au téléphone à mon fils, par exemple, alors, la situation va permettre de compléter ce qui se passe ici. Alors, on peut articuler plus, et puis dire il pleut à Paris, étant dans une situation de la France, par exemple. Alors là, dans ce genre de cas, il semble que l'articulation, ce que l'articulation fait, est de rendre, déplacer du côté gauche au côté droit la situation dont on parle. Alors, dans ce cas, je pense que ça va, ça peut bien être le cas. Mais donc, ce qui se passe dans ce cas, ce qui semble dans ce cas, c'est que simplement quand j'articule la situation, donc je mets pleut à Paris, je me trouve dans une autre situation qui rend en fait nécessaire de trouver une autre situation de contraste. Enfin, je ne sais pas quel est pourquoi je dirais 15 au lieu de 12, mais bon, la situation Paris n'est plus inarticulée. Bon, toutefois, une situation peut avoir, une situation a plusieurs informations. Donc la situation de Paris contient le climat de Paris, mais le trafic et beaucoup d'autres choses.
Donc, en fait, on doit penser de cas comme 12. Paris est seulement le nom de la situation. Donc, ici, se trouve de ce côté de cette proposition austinienne, ce qui est articulé, va sélectionner un trait de la situation générale du climat. Et je peux parler, dès qu'il pleut, ça ne roule pas, par exemple. Je parle en même temps du climat et du trafic de Paris. Donc, parce que Paris est le nom de la situation contenant plusieurs faits concernant cette situation, concernant Paris. C'est ça qui sera exploité. C'est important de comprendre ça parce que dans un certain nombre de cas, on verra que l'articulation n'est pas si simple. Regardons ici un confit de canard, donc situation restaurant, ce qui va fixer, donc ce qui va donner l'information qui est nécessaire, qui me permettra d'articuler simplement confit de canard, parce que je veux exploiter mon rôle comme client et puis quelle est l'offre qui se trouve dans le restaurant. Donc la situation est plus complexe et je vais exploiter 2 rôles. Une omelette, là, il y a un problème dans l'offre. Alors je suis dans le même rôle de client, mais il y a un problème dans l'offre, mais je ne sors pas, je suis toujours dans la situation restaurant, mais il y a un problème de comment cette phrase peut être complétée. Mais si je dis, pourriez-vous me faire une omelette? Dans ce cas, j'essaie de renégocier l'offre toujours dans la situation restaurant. Alors, comme nous verrons, la situation est une source d'information qui garde la même importance, même quand je suis amené, pour une raison ou pour une autre, à articuler ce qui se trouve dans ces cadres. Dans ces cas, je vais simplement renégocier cela. Alors, je suis toujours dans la situation restaurant et je vais non pas revenir sur le rôle. Je ne vais pas dans un restaurant et dire est-ce que je peux, moi, me faire une omelette? Bon, évidemment, on peut imaginer des cas où cela se passe, mais ce serait un peu bizarre. Mais si je peux, le plus simple, j'imagine, de négocier l'offre. Ou est-ce que je peux, moi, ne pas payer, par exemple? Je n'ai pas d'argent pour payer. Est-ce que je peux? Alors, je vais négocier payant, qui est dans la situation restaurant. Donc, comme ce que le cas le trade-off qu'on avait vu n'est pas fixe, le trade-off entre ce qui est dans la situation restaurant, ce qui est dans la situation, ce qui doit être articulé. Alors, l'articulation peut être sortir de la situation, comme dans ces cas, et puis me trouver dans une autre situation ici. Alors, il pleut à Paris, je sors de la situation à Paris, je me trouve dans une autre situation. Et si je garde la même situation, je vais renégocier entre la situation dans laquelle je me trouve. Alors, de même ici, alors, pourriez-vous chercher quelqu'un à la place de la Concorde? Je vais renégocier le rôle. Alors, je garde le rôle de celui qui définit la destination, le rôle. Je pourrais renégocier avec le chauffeur. Est-ce que je peux conduire votre taxi? Ce serait un peu bizarre, ça ne se fait pas. Mais je peux négocier cela. Pour mon rôle, je ne suis pas celui qui sera conduit. Mais je fixe toujours la destination. Comme, là, encore une fois, nous partons d'une situation où il y a une information qui est donnée dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle je me trouve avec donc, le chauffeur taxi. Et étant dans cette situation, ce que je fais, c'est lui dire nous sommes dans un cadre normal, j'ai le rôle de fixer la destination. Alors ici, nous sommes dans un cadre qui n'est pas tout à fait normal, j'aurai le rôle de fixer la destination, mais pas celui qui sera conduit. Ici, il est très important pour les gens de garder le cadre normal. Donc là, c'est un cas, il y a d'autres cas comme ça, mais c'est un cas, alors, donc c'est un magasin en Suède qui est, c'est tout récent, hein, pour des gens qui n'ont pas à bas revenus, qui peuvent acheter des choses qui sont à un prix plus bas s'ils sont enregistrés. Et ça, c'est intéressant, parce que ce que le type qui a créé ce magasin dit, c'est que les gens voulaient acheter. Donc, ils ne voulaient pas simplement se servir des denrées, ils ne voulaient pas prendre le produit. Alors, ça c'est important. Alors, ils veulent garder les choses aussi normales que possible. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent changer un peu le rôle. Mais ils veulent garder le rôle d'être, c'est toujours payant, mais j'ai un rôle de celui qui paye moi. Donc, ça c'est très important.
parce que là, c'est la perception du frame, du cadre auquel les gens tiennent. Alors, les gens tiennent au cadre normal parce qu'ils tiennent au rôle qu'ils ont d'être des clients. Et pas, par exemple, je ne sais pas, d'assister, ou je ne sais pas quel serait l'autre rôle qui serait. Donc, ils veulent garder le rôle, mais ils veulent changer un peu le rôle. Alors, je suis quelqu'un qui peut payer moins pour ce produit. Ça, c'est la force, en fait, du cadre dans lequel nous nous trouvons, et c'est pourquoi nous tenons aussi tant à ce genre de cadre. Alors, pour conclure, simplement, comme j'ai dit, la situation est la source de l'information qui permet de compléter des énonciations sous-propositionnelles. Donc, dans ce cas, 1277, ce serait 1277, par exemple, pour vous, qui avez une carte de membre. Donc, il y a un rôle qui sera une autre personne, ce sera un autre prix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une information? Donc, comment une situation peut être la source de l'information? Là, c'est encore une fois Perry et Israel. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'une information est que ce qui se passe dans un côté de la réalité, on dit que ce qui se passe est en rapport avec ce qui se passe de l'autre côté de la réalité. Alors, cela peut être par des régularités nomiques, ou des contraintes nomiques. Alors, je ne sais pas très bien comment interpréter ces conjonctions constantes. Je ne sais pas si Perry est peut-être humain dans ce point. Donc, il y a des contraintes nomiques. Il y a des contraintes nomiques avec lesquelles nous sommes. Je vais revenir sur ça. Bon, leur principal exemple dans Situational Attitudes, d'où vient cette idée, bon, c'est une citation dans un article, hein, mais bon, c'est dans son livre antérieur avec Barrow-Eyes. Ce sont les radiographies. Donc, l'état de la radiographie est une indication de quel est l'état de ma main. Il y a des contraintes nomiques qui expliquent pourquoi cet objet porte une information sur une main. Mais il y a toutes sortes de contraintes, et là, je pense qu'il faut revenir sur Perry. Alors, un taxi offre une contrainte, un restaurant offre une contrainte, une conversation aussi offre des contraintes. Donc, les contraintes qui permettent de dire, par exemple, quels sont les rôles. Donc, pour revenir ici, il y a des contraintes non nomiques auxquelles nous sommes sensibles et qui offrent un cadre dans lequel ce qui arrive dans une partie de la réalité donne non seulement ce que je peux attendre de l'autre partie de la réalité, mais quelles sont les dimensions adéquates de ça, quels sont le comportement adéquat dans cette autre partie de la réalité. Donc, il y a des informations, je suis dans un taxi, alors quel est le comportement adéquat? Je suis dans un restaurant, ce que je peux faire, ce que je peux ne pas faire, ou encore une conversation. Par exemple, dans le cas de la nature cumulative de la conversation, cela veut dire que je ne peux pas changer de sujet au milieu de la conversation et tout d'un coup commencer à parler d'une autre chose, bien que je puisse négocier cela. Merci. Voilà, il y a une référence très partielle.